Macron a déclaré dans son discours qu'il fallait exercer une pression sur la Russie, mobiliser d'autres forces, d'autres pays, nous provoquer à agir. Tout ça pour dire aux Français: citoyens, venez avec moi, rassemblez-vous autour de moi, je vous mènerai à la victoire comme Napoléon. C'est là tout le sens de son propos. Si quelqu'un souhaite nous concurrencer dans le domaine militaire, alors comme on dit, libre à lui qui essaie. Il n'y a aucun exemple où cela s'est bien terminé pour celui qui nous a provoqués. Il n'est pas nécessaire de chercher l'exception qui confirmera la règle, ni aujourd'hui, ni demain. Ne nous provoquez pas, jamais. Voilà, et nous vivons ce moment très important. Plusieurs éditorialistes spécialistes nous rejoignent sur ce plateau. Renaud Girard, j'aimerais votre première réaction. On assiste à une escalade, jamais sans doute, depuis le début de la guerre d'Ukraine. Il y avait une escalade aussi ouverte entre la Russie et la France. Et la Russie et Trump. On vit des heures tout à fait inédites où, entre Trump et Poutine, ce qui a pu ressembler à une ville est terminé. Ils s'envoient des noms d'oiseaux de manière assez dure. Et là, en l'occurrence, c'est la France qui est désignée en premier par Vladimir Poutine. Oui, parce que la France a pris la tête d'une croisade pour aider l'Ukraine. Quand on a senti que Donald Trump hésitait, la France a pris le leadership, en fait, comme la plus grande puissance, sans doute militaire, de l'Europe. L'affaire du push-pas, regardez, les images de ce bateau, elles sont tout sauf anecdotiques. C'est le moment où la France, en arraisonnant le bateau, arrestation, on va y revenir, du commandant et de son adjoint, et la Russie s'exprime à ce sujet ce soir. C'est un moment précis où cette opposition se cristallise. Oui, se cristallise, et puis avec un Donald Trump qui a tout fait pour cajoler, qui a essayé de séduire en fait Poutine pour avoir le cessez-le-feu et qu'il n'a pas eu. Ça, c'était le sommet d'encourage. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Et maintenant, c'est les alliés qui sont ensemble, avec la France, effectivement, qui est très dure sur ces bateaux fantômes, c'est-à-dire la manière dont les Russes exportent détournent les sanctions pour exporter leur pétrole, et puis aussi Donald Trump, qui envisage de livrer des missiles Tomahawk qui iraient détruire les installations énergétiques russes. Sylvie Bermann, le ton a changé. On va entendre, évidemment, alors il y avait déjà eu des épisodes, mais la Russie rappelle Napoléon. Il y a un moment incroyable où Poutine, vous allez l'entendre, récite un poème sur Borodino. Pour eux, c'est la défaite des Français. Pour les Français, c'est un peu l'inverse. Enfin, ça, c'est l'histoire. Mais oui, il y a une agressivité inédite. Oui, mais des deux côtés en réalité. C'est vrai que le président de la République a choisi un ton. Bon, il a parlé de l'ogre à nos portes. Et puis là, l'arraisonnement de ce bateau, c'est intéressant. Ça fait des mois que ces bateaux se baladent même pas dans les eaux territoriales, d'ailleurs en haute mer. Et là, le président de la République a décidé l'arraisonnement, ce qui est un signalement stratégique, un geste politique. Donc on comprend effectivement qu'il y ait cette réaction de mécontentement. Aucun autre ne l'a fait. Le bateau, il arrive du port de Primorsk et il aurait pu être arraisonné avant. Et on va entendre la réaction de Vladimir Poutine. Une fois de plus, pardon, c'est mon côté un tout petit peu masochiste, on s'est trompé. Sur ce même plateau, hier encore beaucoup disaient, vous allez voir, les Russes ne vont pas réagir, ils vont jouer tout à fait. Non, ils réagissent. Et c'est Vladimir Poutine qui réagit très durement contre la France. Il parle de piraterie, vous allez pouvoir réagir. À votre avis, s'agit-il de piraterie ? Je connais bien cette affaire. Le pétrolier a été capturé dans des eaux neutres sans aucune raison valable. Et là, apparemment, il cherchait peut-être des cargaisons militaires, des drones ou autre chose. Il n'y a rien de tout cela. Il n'y en a jamais eu. Et il ne peut y en avoir. L'équipage est international. Je ne vois pas. Honnêtement, je ne sais pas. Voilà, Sergueï Girnov, là, ils sont touchés. Encore une fois, hier, vous n'étiez pas là, vous vous trompez jamais. C'est autre chose. Mais certains disaient, vous allez voir, les Russes ne vont pas réagir. Eh ben oui, ils réagissent. Hier, j'y étais. En fait, je disais que c'est autour de Poutine que ça ne réagissait pas. Et c'est vrai qu'hier, il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a pas eu ni sur Telegram, ni Peskov a dit on ne connaît pas ce tanker. Et en fait, ils ont attendu le chef. Et je crois qu'ils l'ont fait exprès.
Ils savaient très très bien qu'aujourd'hui c'est Valdai, c'est la grande messe de Poutine annuelle, parce qu'ils adorent ce club. Ça fait la 22e fois qu'il réunit ça. Pourquoi ça les touche à un point sensible ? Parce que c'est quelque chose qui actuellement assure à la Russie le détournement des sanctions. D'ailleurs, ils étaient fiers en fait de les détourner. En gros, ils nous montraient le doigt d'honneur ou le bras d'honneur en disant que, écoutez, vous prenez les trains de sanctions, mais nous, on s'en fiche. De toute façon, on peut acheter n'importe quelle flotte. On va changer le fanion de cette flotte à n'importe quel moment. D'ailleurs, ce bateau-là, entre Primorsk et les côtes françaises, il a changé de fanion. Regardez le Marine Traffic, c'est l'équivalent de trafic. Et Baptiste Amossé, notre chef d'édition, là, au bout de ses doigts, où on voit ça, il continue. Alors il est là, il s'est un peu baladé. Je ne sais pas très bien d'ailleurs avec quel statut il a maintenant. Monsieur le militaire, colonel Goya, oui. Vous qui avez pris d'assaut tant de gens et de situations au cours de votre vie, pas encore de navires. Voilà. On voit d'ailleurs là comment ça s'écrit, Eruperi, donc c'est son origine russe. Il venait de Russie, de Prikorsk, c'est ça ? Primorsk, pardon. Oui. Il allait, ça s'est un peu gâté, il allait vers l'Inde, oui. Et là... Non, mais il faut bien rappeler d'abord que la France est parfaitement dans son droit. Vous avez une convention, la convention de Montego Bay, c'est l'article de 1982, c'est l'article 22, qui autorise un État côtier à aller jusqu'à 200 000 nautiques. Là, je crois qu'il était à 24 000 nautiques des côtes, pour aller inspecter un navire qui présente un danger pour l'environnement. Or, quasiment tous ces navires fantômes présentent un danger pour l'environnement. Ils ont pratiquement tous plus de 15 ans d'âge. Ouais. Il y en a un qui a explosé en Malaisie. Ils font des dégazages très réguliers. Enfin, c'est une catastrophe de ce point de vue en termes de sécurité, et qui ne respectent pas les réglementations internationales, ce qui était déjà le cas. On nous dit qu'il a été rapproché de la côte. D'ailleurs, on voit ici, il était plus à l'est, plus à l'ouest, pardon, et il serait au mouillage. Qu'est-ce que ça veut dire en l'occurrence ? Il est au port. C'est-à-dire près du port. Oui, il est au port. Non, il est en rade, en fait. Il est à 50 km de la côte, colonel, et il est sur ancre. Oui. Il ne peut pas bouger mouillage, parce qu'il y a un destroyer de la marine française qui le surveille à moins d'1 kilomètre. Il ne peut faire aucun geste, autrement il aura des... C'est comme le lait sur le feu. Et de toute façon, il y a il y avait encore jusqu'à très peu de temps des commandos marines et des officiers de police judiciaire, en l'occurrence des gendarmes maritimes à bord, pour garder notamment les gardés à vue, dont l'un va comparaître le commandant du navire qui est chinois. C'est moi qui vous ai dit hier soir, Darius, que personne n'avait réagi côté russe. Merci Sergueï. Effectivement, c'était un peu étonnant, c'est pour ça qu'on l'a relevé, mais c'est le commandant en chef qui a réagi. Ce qui montre bien que la Russie est vraiment touchée au vif. C'est assez simple en fait. Le pétrole de contrebande russe, ça représente à peu près chaque année 35 milliards de dollars, ça finance de 30 à 40% de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donc là on touche au nerf, quelque chose de très intéressant, très sensible. Et en fait, le fait que le bateau ait été dérouté, il passait au large de Brest, il avait un comportement un peu erratique. Les Français se demandaient s'il n'y avait pas de l'espionnage, notamment. Et c'est pour ça que la décision a été prise de l'arraisonner, en quelque sorte, c'est le terme exact. Alors qu'il y a eu des contrôles d'autres pétroles. Arrêtons-nous là. Ce que dit Xavier est très important. C'est pas les fonds d'un oligarque truc-muche. C'est vraiment là, c'est le cœur de la source d'argent de la Russie. Oui, absolument. Cela dit, il y a 1000 bateaux de ce type. Donc là, c'est assez symbolique à divers égards, cet arraisonnement. Oui, mais c'est un début. Ça peut être un début. L'idée d'Emmanuel Macron, c'est que ça se poursuive et que d'autres États européens fassent la même chose. Ça pourrait être les Britanniques, les Allemands. Oui, il a été soupçonné, ce bateau. Oui, c'est ça. C'est très grand, c'est très grand. Il fait plus de 200 mètres, le bateau. Il a été soupçonné d'avoir caché des drones, ceux-là même qui ont survolé Copenhague, parce qu'il était exactement là, au moment où des drones, qu'on n'a pas réussi à identifier, ont survolé Copenhague et ont interrompu tout le trafic aérien dans cette région. Et donc, peut-être que en utilisant un prétexte effectivement environnemental, mais qui est effectivement légal, on a été voir s'il n'y avait pas des caches secrètes pour... non, mais c'était un objectif affiché. Il a été soupçonné, les Danois l'ont dit, ils ont demandé aux Français de mener une enquête. Il faut peut-être rappeler pourquoi ces bateaux existent quand même. C'est-à-dire que les pays, un certain nombre de pays s'interdisent d'importer du pétrole par voie maritime, et on dit aux autres pays, vous pouvez l'acheter, mais si vous le payez au départ c'était $60 le baril, vous vous débrouillez
pour le transporter, l'assurer, etc. Et ça, un certain nombre de pays ont dit, bon ok, ils sont mis d'accord. En réalité, ils sont complices avec la Russie, qui a dit, moi je vais acheter des navires, des vieux navires, on va les camoufler de 1000 façons par des pavillons de complaisance, et ces navires vont transporter discrètement le pétrole. Écoutez, c'est incroyable. Pour que les gens comprennent, c'est très important. Ils détournent les sanctions européennes. Mais en droit international, ça ne donne pas le droit à la marine française de les arraisonner. Non. Parce qu'il faudrait qu'ils détournent des sanctions de l'ONU. Et c'est l'ONU qui fait le droit international. Avec une décision du Conseil de sécurité. Évidemment, ce n'est pas possible puisqu'il y a la Russie. Dans le code de la Corée du Nord. C'est pas la Commission européenne, c'est pas le Conseil européen pour être exact, c'est exactement ça, qui fait le droit international. Il fait le droit pour les pays membres de l'Union européenne, mais en revanche, le Conseil de sécurité de l'ONU fait le droit international. Et là, effectivement, ils ne sont pas sous sanction de l'ONU. Écoutez cette incroyable séquence de la provocation des Russes. Alors, Poutine affecte d'en rire. On lui pose la question des drones. Il est toujours dans ce colloque de Valdaï et il sourit, il ironise sur ce que sont les drones venus de Russie. Président Vladimir Poutine, pourquoi envoyez-vous autant de drones au Danemark? Ils sont fébriles. Arrêtez ça, s'il vous plaît. D'accord, je ne leur ferai plus. Je n'enverrai plus de drones. Ni en France, ni au Danemark, comme à Copenhague. Où est-ce qu'il y en a eu d'autres? Ah oui, et ni à Lisbonne. L'hystérie est à son comble. Vous venez d'effrayer le Portugal en mentionnant Lisbonne, et ils n'ont pas beaucoup d'humour. D'accord, d'accord. On va dire que c'était une blague. Ah, ce n'était donc pas une blague, mais un avertissement. Non, non. Mieux vaut les avertir.